Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir pour nos amis d'Europe et bonjour pour nos amis d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, décalage horaire oblige. Je pense que c'est l'après-midi là-bas en ce moment. Alors les amis, je salue Boca Junior qui me regarde. Je le salue aussi. Bonsoir Boca Junior. Pour le moment, on est deux ou trois. Alors, j'avais promis, on salue l'ami MS Desta, un vieux compagnon de route. Alors, j'ai fait un post où certains m'ont demandé d'être plus explicite. Alors, je dis, je le fais de façon verbale. Pas mal de gens n'aiment pas lire. Alors, il s'agit de la démission, ou plus exactement, du limogeage du ministre britannique de l'Intérieur. On accueille l'ami Pierre Manétoni. Bienvenue. Dans du limogeage de la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman. Alors j'avais intitulé le post « La guerre des Indes aura-t-elle lieu sur le sol britannique ?» Alors Suella Braverman est née à Croydon, c'est une banlieue londonienne, et elle a grandi à Wembley, dans une autre banlieue londonienne. Elle fait de brillantes études, elle est avocate, et elle est mariée à la ville à un juif. Donc elle a pris sa carte au Parti conservateur, mais elle est née de parents indiens, d'ascendance africaine. Un des parents est de l'île et l'autre est du Kenya. Alors, même moment pour le Premier ministre, Rishi Sunak, il est lui-même né à Southampton. Alors, Southampton, c'est une ville côtière située à 111 km de Londres. Elle est connue pour avoir été le dernier point de départ du fameux Titanic. Titanic qui s'est couché, qui a cogné un iceberg, voilà, vous connaissez la suite. Donc voilà pour le décor. Mais lui-même, Rishi Sunak, est né de parents indiens, d'ascendance tanzanienne et kenyane. Donc il est né à Southampton. Pour prendre le pouvoir, il s'est collé à Boris Johnson. Boris Johnson, qui a été son mentor, a fait de lui le chancelier de l'échiquier. C'est l'équivalent du ministre de l'économie et des finances en France. On salue l'ami Thiam Georges qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Patrick Soufou également, qu'on salue. Un brave lion indomptable, que tout le monde connaît. Bienvenue. Alors, Suella Braverman et Rishi Sunak ont fait, on va dire, une alliance pour prendre le pouvoir. Il a été introduit je parle de Rishi Sunak, il a été introduit au sein du Parti conservateur par Sajid Javid. Alors Sajid Javid, lui aussi est né en Grande-Bretagne, des parents pakistanais. Excellent banquier d'affaires, et il a fini ministre de l'économie et des finances. Ici, on dit chancelier de l'échiquier. Donc c'est celui-là qui a fait introduire Rishi Sunak dans le Parti conservateur. Et tout de suite, Boris Johnson l'a pris sous son épaule. On l'a nommé ministre de l'échiquier, justement. Poste qu'occupait Sajid avant. Alors, ils vont commencer un complot. Lui et Suella Braverman, on va pousser Boris Johnson dehors à la faveur des scandales que Boris Johnson a lui-même provoqués. Et ils vont aux élections et c'est Liz Truss qui est choisi. Parce que les apparences, les origines indiennes posent problème aux conservateurs. Donc ils vont jeter leur dévolu sur Liz Truss qui était ministre des Affaires étrangères avant. Mais au bout de lui, elle a pris pour chancelier de l'échiquier un Ghanéen. Un Ghanéen né ici, à Walthamstow. Ce dernier va lui demander l'avis de ce qu'on appelle Office of Budget Responsibility. Parce que quand vous votez un budget ici, vous avez un organisme indépendant qui vous donne des indications. Vous avez été élu, donc vous êtes l'exécutif, mais il vous donne un avis qui n'est que consultatif. Si vous voulez les suivre, vous les suivez. Mais donc ce Ghanéen qu'on a nommé a demandé à Liz Truss
de suivre les recommandations de Office of Budget Responsibility, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, c'est la première ministre la plus éphémère de l'histoire de toute la Grande-Bretagne. Elle a fait à peu près 44-45 jours. Elle a été obligée de jeter l'éponge. Parce qu'en une semaine, elle nous a coûté 600 milliards de livres sterling. Des fuites comme ça. Mais il fallait la faire partir. Quand je vous parle d'élection, comment est-ce que ça se passe au niveau du Parti conservateur? Ce n'est pas le même système qu'en France ou aux États-Unis, où vous déposez votre bulletin sur le nom d'une personne. C'est un système de parti. C'est le parti qui a le plus grand nombre de députés, qui a la charge de former le gouvernement. Mais pour être le chef de ce parti, il faut être élu. En Grande-Bretagne, par exemple, le Parti conservateur compte 200 membres, 200 000 membres, dont moi-même. Donc, vous élisez un leader, et si son parti a le plus grand nombre de députés, c'est lui qui forme le gouvernement. En 1987, Margaret Thatcher avait été réélue pour 5 ans. 3 ans après, son autorité a été contestée au sein de son propre parti politique. Quelqu'un d'autre a été élu à sa place, et elle a été obligée de s'en aller. C'est la même chose qu'on a eu avec Boris Johnson. Il a eu une majorité écrasante, jamais réalisée par le Parti conservateur en 2019. Mais une fois que son parti l'a contesté et qu'il y a eu des élections, celui qui émerge comme leader du Parti conservateur devient de facto Premier ministre. Si le parti était au pouvoir, bien sûr, ce qui était le cas. Donc Rishi Sunak n'a été élu par personne en dehors des 200 membres, de la majorité des 200 membres du Parti conservateur. Donc pour débarquer Liz Truss, il a dû nouer une alliance avec Suella Braverman. Suella Braverman à la ville est mariée à un juif, je l'ai dit tantôt, ce qui ne va pas manquer à influencer ses vues. Elle s'est attaquée à la police l'autre jour en disant, parce qu'elle souhaitait que la manifestation pro-palestinienne, la manifestation appelant à un cessez-le-feu en Palestine, n'ait pas lieu. Et le patron de la police lui a dit, nous sommes un état de droit, on ne peut pas, au motif qu'on redoute des incidents, interdire une manifestation. S'il y a des incidents, on avisera. Mais on ne peut pas permettre une manifestation de soutien à l'État d'Israël, une manifestation contre l'antisémitisme, et dans le même temps, interdire une manifestation, pas pro-palestinienne, mais une manifestation appelant à un cessez-le-feu en Israël. Là-dessus, elle s'est mise à critiquer la police, ce qui ne se fait pas, parce que même si la police londonienne strictement dépend du maire de la ville de Londres, Sadiq Khan en l'occurrence, pakistanais, traditionnellement, la police est sous les ordres du ministère de l'Intérieur. Donc on ne critique pas son propre corps. Elle a fait, le Premier ministre a saisi la balle au bon et il s'est débarrassé d'elle. Alors, on a plusieurs indications. On vous indique qu'avant cet incident, le Premier ministre était déjà en pourparlers avec David Cameron, souvenez-vous, l'ancien Premier ministre, c'est lui qui a maladroitement et imprudemment convoqué le référendum sur le Brexit. Parce qu'il était secoué par les ultra-conservateurs et il s'est dit, voilà, pour leur clouer le bec, on va au référendum, nous gagnons et on ne parle plus de ça. Erreur. Ça a donné le Brexit. J'y reviendrai. Donc on dit que le Premier ministre voulait se débarrasser d'elle et cette sortie qu'elle a faite, déconseillée par le cabinet du Premier ministre, n'était qu'un alibi pour se débarrasser d'elle. Alors, moins d'une semaine après qu'on l'ait mise à la touche, elle s'est fendue d'une tribune à la presse où elle a instruit le procès du Premier ministre, le traitant d'incompétence, d'illégitimité, etc. Alors beaucoup de gens disent que ce comportement cavalier, elle l'a fait délibérément pour se faire envoyer et apparaître aux yeux de la branche la plus conservatrice du parti
comme la plus légitime, à même à mener des combats contre des minorités, alors qu'elle-même elle est issue d'une minorité, elle-même elle est fille d'immigrés, et elle veut apparaître aux yeux de la branche, de la frange la plus conservatrice du parti, comme défendant les intérêts des Britanniques, on va dire authentiques, indigènes. Parce que qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que ils en sont arrivés à couteau tiré? Il y a la politique d'immigration, notamment celle consistant à rapatrier vers le Rwanda tous les demandeurs d'asile. Ils ont entamé un projet de loi disant voilà, tous les demandeurs d'asile qui arrivent de France par le petit bateau, qui viennent ici clandestinement, leurs demandes d'asile seront sous-traitées par le Rwanda. La Cour, d'abord il y a un tribunal qui a rétorqué ça, parce qu'on estime qu'un demandeur d'asile n'est pas un touriste. On ne peut pas le renvoyer dans son pays ou dans un pays tiers. Surtout un pays comme le Rwanda qui n'a pas la réputation de respecter les droits de l'homme ou de respecter ses engagements internationaux. L'affaire est allée au tribunal, l'affaire est allée jusqu'au niveau de la Cour suprême, et en bout de course, la Cour suprême a dit non. Elle ne voulait pas passer par ce chemin-là, elle voulait se défaire des engagements internationaux de la Grande-Bretagne et passer outre. Et donc le Premier ministre s'est débarrassé d'elle pour cela, une des raisons d'ailleurs. Et l'autre calcul de Suella Braverman consistait à démissionner avec éclat, ou alors à se faire démissionner, pour dans la perspective, parce que les élections, les générales, c'est l'année prochaine. Dans toutes les opinions, dans toutes les enquêtes d'opinion, le Parti conservateur est donné battu. Alors, si le Parti conservateur est battu, le Premier ministre officiant est-qualité parce que chef du Parti conservateur, son maintien à la tête du parti deviendrait intenable. Donc on lancerait dès lors une élection pour élire le nouveau patron du Parti conservateur et potentiel Premier ministre. Donc son calcul est celui-là. Il s'est dit, voilà, on me sacrifie, je pars avec éclat, mais je prends date avec l'électorat du Parti conservateur. Donc voilà la réelle base. Donc les gens se demandent, mais ils sont tous deux Indiens, ils sont tous deux ascendants, on va dire d'ascendance étrangère. Ce sont des enfants d'immigrés. Et tout de suite, on commence à parler du roi Salomon. Le roi Salomon qui disait naguère que lorsque le fils d'un esclave devient roi, il n'a d'autre priorité de plus pressante que de faire voir de toutes les couleurs à ses anciens compagnons de sort. Il fait plus de zèle que les gens qui l'ont accueilli lui-même. On l'a vu en France avec Nicolas Sarkozy. On l'a vu avec des gens comme Manuel Valls, etc. Donc voilà pour ce qui concerne le départ de Suella Braverman. Et manipulée par son mari qui lui-même est juif, elle a traité les manifestants pro-palestiniens de la meute de racailles. Voilà. Donc un vocabulaire qui déplore le Premier ministre n'est pas fait pour calmer les tensions. Et le motif qu'elle a avancé pour interdire la manifestation pro-palestinienne, c'était que ça coïncidait avec le 125e anniversaire de l'amnistie de la Première Guerre mondiale. Et les gens lui ont dit, ben voilà, ces gens sont morts pour la liberté et on peut profiter de cette tribune pour réclamer un cessez-le-feu en Palestine. Donc voilà où nous en sommes, mes chers amis. Mais je parlais tout à l'heure de David Cameron. On a fait appel à David Cameron, qui, une fois perdu le référendum, avait démissionné de son mandat de député. Ça fait 7 ans qu'il est parti, il faisait dans les affaires, il a fait beaucoup de consultations avec la Chine, etc. Il fallait le ramener au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Parce que la plupart des gens qui étaient ses homologues sont toujours aux affaires. Mais entre-temps, il n'avait pas de mandat électif. Or, au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas être ministre sans rendre de compte. Et le seul moyen, vous ne pouvez pas non plus. Parce que vous avez les fameuses questions au gouvernement. La seule voie par laquelle on peut interpeller un ministre pour lui demander de rendre de compte, le système britannique, ça s'appelle accountability, c'est par le Parlement. Mais vous ne pouvez pas être au Parlement
comme ça se fait en France, vous nommez quelqu'un comme Éric Dupond-Moretti, qui va à l'Assemblée nationale, qui s'engueule avec les élus, alors que lui-même n'est pas élu. Lui-même ne dispose d'aucune légitimité élective. Mais en Grande-Bretagne, nous sommes dans un système parlementaire où, pour aller au Parlement, il faut être député. Donc, David Cameron n'est plus député, mais on l'a nommé Lord. C'est-à-dire, c'est l'équivalent des sénateurs en France. Dans l'ancienne conception de la nomenclature monarchique, ça s'appelait les seigneurs. Donc, vous avez le Parlement britannique est composé, c'est ce qu'on appelle un Parlement bicaméral, qui a deux chambres. Vous avez la chambre haute, c'est une chambre non élue, où siègent ce qu'on appelle les seigneurs, des gens qui ont eu des titres par la naissance, la noblesse ou un certain mérite. Et puis vous avez la basse chambre, ce qu'on appelle la chambre des communes, équivalent de l'Assemblée nationale en France et dans beaucoup de pays africains, où les gens sont élus. Voilà. Mais dont les deux chambres constituent le Parlement. Donc on l'a nommé Lord pour qu'il puisse se rendre compte, puisque cette chambre haute fait partie, c'est une des constituantes du Parlement. Donc il est ministre des Affaires étrangères, on compte sur lui pour qu'il puisse jouer un certain rôle. Oui, le Premier ministre avait voté non, ou alors, oui, il avait voté non pour le Brexit, mais le Brexit a fait beaucoup de dégâts ici. On était à une inflation tutoyant les 18%, le conflit en Ukraine a aggravé tout cela, et il y a beaucoup de lobbies qui sont en train de se constituer en faveur du retour de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Parce que les gens s'aperçoivent qu'ils n'ont pas gagné au change. Quand vous allez dans les supermarchés ici, vous voyez la pauvreté, la misère de près. Vous avez des familles, c'est-à-dire que même avec l'aide du gouvernement, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Vous avez des familles où il faut décider entre se chauffer et manger. Il y a beaucoup de choses, parce que ils ont obtenu le vote du Brexit, Boris Johnson notamment, avec beaucoup de ses acolytes, par le mensonge, en disant que voilà, l'Union, la Grande-Bretagne a envoyé chaque semaine l'équivalent de 350 millions d'euros vers l'Union européenne, mais si les Britanniques sortaient de ça, c'est de l'argent qu'on reprendrait pour financer le NHS, le système de santé britannique. Ça s'est avéré faux. Des exemples concrets. Un jeune Britannique qui veut faire un bon master, un master moyen en Grande-Bretagne, c'est 10 000 euros. C'est un mauvais master, ça. Personne de sérieux ne va jamais vous employer avec ça. Mais si vous voulez passer un bon master, ça va vous coûter à peu près 25 000 euros. Mais si vous êtes membre de l'Union européenne et vous avez droit à faire ce qu'on appelle Erasmus, vous pouvez aller au Danemark. Non seulement ça va vous coûter 0 francs, mais on va vous donner une bourse. Mais si vous n'êtes pas dans l'Erasmus, vous ne pouvez pas bénéficier de ça. C'est-à-dire que vous avez la plupart des gens qui ont voté pour le Brexit sont morts à cette date. Des gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui votent par détestation pour l'Allemagne, qui votent par détestation pour les Polonais, parce que vous savez, les référendums, c'est risqué. Quand quelqu'un organise un référendum de cette nature, dans des démocraties modernes, on dit que c'est un acte d'irresponsabilité. C'est pour ça que la plupart des États, ces questions, on les règle au niveau de la représentation nationale. Parce que quand on dit la démocratie, dans la Grèce antique, la démocratie, qui s'occupait de la politique, c'était les philosophes, ce qu'on appelait la gestion de la cité, parce qu'on ne pouvait pas confier ces choses aux gens qui ne comprenaient pas. Quand vous posez une question, surtout dans un contexte où, dans un contexte de défiance vis-à-vis des politiciens, où on les traite de tout pourri, on ne répond jamais à la question que vous posez. C'est comme en marketing. Si vous me vendez une Ferrari et que je n'aime pas votre crâne, tout ce que vous me vendez, je ne l'achète pas. Pas parce que je n'aime pas ce que vous vendez, mais je ne l'achète pas par détestation pour votre personne, que je ne gobe pas. Donc c'était irresponsable de la part de David Cameron
de poser la question. Parce que vous avez pas mal d'analphabètes, pas mal de gens dans la populace, des gens incultes. Quand on leur dit que... il y en a comme mon voisin, il me dit que, quand je lui ai dit que je venais d'Afrique, il me dit, oh, il aime bien l'Afrique. Tu y as été? Il me dit, oui. Je dis, où? Il me dit, en Turquie, en Grèce. J'ai dit, mais c'est pas l'Afrique, ça. Donc vous avez beaucoup de gens comme ça en Grande-Bretagne. Vous allez voir comment, quand les Africains arrivent ici, ils sont stupéfaits. Parce que en Afrique, surtout de mon époque, dans mon village, on marchait 7 km pour aller à l'école. Mais vous arrivez ici, vous avez des écoles à tout bout de champ, et vous trouvez des gens qui sont carrément analphabètes. Je ne dis pas analphabètes au sens où ils ne sont pas lettrés. Parce que quand on dit que quelqu'un est lettré, il sait écrire et lire, mais il n'a pas la maîtrise de ce que nous appelons les lettres. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas autre chose que le minimum. Mais analphabète complètement. Où vous vous dites, mais le gars, il n'a que la peau blanche. Donc, vous serez stupéfait ou vous posez la question à quelqu'un de savoir, par exemple, la capitale d'Australie, ou bien même de la Suisse, ou même de la Belgique, il ne connaît pas. Mais quand tu lui donnes les noms de tous les capitales, il te demande, mais tu es spécialiste de temps? Je dis, ben, en Afrique, on enseigne ça à l'école primaire, en tout cas de mon époque. Donc, on a embrouillé ces gens incultes et on leur a dit, voilà, si vous votez non, voilà, mais ils n'ont pas compris qu'ils s'est tiré dans le pied. J'ai un ami britannique qui a un magasin, enfin une espèce de kiosque, on appelle ça fish and chips, mais il ne savait pas que plus de la moitié du poisson qu'il vendait venait du continent. Que même certains accessoires pour ses frites venaient du continent. Donc, tout ce monde-là, ils sont en train de faire un lobby, et c'est pour ça qu'on fait revenir David Cameron par la petite porte, pour négocier tout cela en catimini, pour leur sauver la face. Nous vivons ici, je vous dis, s'il y a des gens parmi vous qui me regardent et qui vivent ici, vous savez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que cette histoire de Brexit est venue compliquer la vie aux gens. Parce que tous les Britanniques qui étaient âgés de 40 à 42 ans n'avaient jamais connu autre chose que le Brexit. Et lorsque la Grande-Bretagne avait voulu entrer dans l'Union européenne, De Gaulle avait dit non. De Gaulle avait mis un veto. Il a fallu attendre le départ de De Gaulle, à l'arrivée de Pompidou, pour que la France organise un référendum pour voir si on pouvait accepter les Britanniques au sein de l'Union européenne. Et une fois qu'on les a acceptés, ils ont tenu un autre référendum ici, nous sommes en 1974, pour effectivement entrer. Et tout ce que De Gaulle avait prévu est arrivé. De Gaulle avait dit, ils ont une autre façon de se nourrir que nous. Tout ce qu'ils mangent, ils achètent ailleurs. Ils ne vont pas vouloir donner de l'argent dans ce que nous appelons la politique agricole commune. Ils vont commencer des problèmes parce qu'ils sont atlantistes. Ils sont plus collés aux États-Unis qu'à nous autres. De Gaulle avait vu juste. Et c'est ce qu'ils sont venus faire. Depuis l'entrée de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne, si vous suivez tous les sommets, etc., la Grande-Bretagne a toujours posé problème. À un moment, même le président Valéry Giscard d'Estaing, initiateur de ce qui va devenir du G7, disait, mais qu'ils s'en aillent, qu'ils nous laissent travailler. Donc, ils ont toujours créé ces problèmes jusqu'à ce qu'ils sortent de là et qu'ils comprennent. Vous avez des médicaments, des gens qui ont fait, on salue la voisine Chasserie depuis Berlin, des gens à qui on fait des injections, chimiothérapie. L'injection coûte 475 000 euros. Mais les Britanniques, pas patients, mais les Britanniques avaient ça ici gratuitement. Parce que c'est un truc dans le cadre de la politique sanitaire européenne. Mais depuis qu'ils sont sortis, déjà, mais un jour nous avons fait la queue ici jusqu'à 5 h du matin, nous n'avons même pas eu du carburant. Pas qu'ils n'ont pas de carburant, mais il n'y avait pas de conducteurs, des camionneurs, pour aller chercher le carburant à partir des dépôts et venir déposer ça à disposition dans les stations d'essence. Les Polonais, les Roumains qui conduisaient ces camions sont repartis chez eux. Les gars qui cueillaient dans les plantations, c'était des Polonais, etc. Vous avez des choses aujourd'hui qui pourrissent dans les champs. Parce que les Britanniques ne font pas ce genre de métier. Vous allez dans des hôpitaux, certains hôpitaux manquent du personnel. Parce que la plupart des infirmières vous viennent d'ailleurs, bon marché, mais des gens qualifiés. Vous allez dans des hôpitaux, comme il m'arrive d'en aller souvent, vous voyez qu'il y a une pénurie. Non seulement il y a une pénurie de médecins, mais le peu de médecins qui restent, ils demandent de l'argent.
Ils demandent qu'on leur fasse. Alors que quand les Indiens, les autres viennent ici, ils comparent par rapport à leur niveau de vie chez eux, et ils acceptent tout ce qu'on leur donne. Et ils travaillent de façon consciencieuse. Donc, on a ramené David Cameron pour passer par la petite porte et un peu en catimini. Vous savez, à l'instar de quelqu'un qui dit, voilà, on fait à manger, moi je ne mange pas. Mais la famille l'attrape, il ne revient pas dire qu'il va manger. Il vient par malice, par derrière. Comme on dit au Cameroun, il revient bac-bac. Donc voilà la situation où nous sommes. Le conflit en Palestine a aggravé les choses parce que ce n'est pas seulement au niveau des musulmans. Vous allez voir les jeunes britanniques, des Anglais, des Blancs, qui disent, mais c'est du 2 poids 2 mesures. Suella Braverman, elle pousse le Premier ministre, qui n'ose rien dire, qui est tétanisé, face à la puissance du lobby juif. Quel lobby juif a fait partie Jeremy Corbyn, l'ancien patron du Parti conservateur. C'est le même lobby juif qui a fait que George Bush, père, pas le George Bush que vous avez vu en Irak, mais son père, qui a été battu par Clinton. C'est le lobby juif qui l'a chassé du pouvoir. Donc tous ces leaders occidentaux savent ce qu'il faut faire, mais ils sont tétanisés. Parce qu'ils ont peur de la puissance du lobby juif. Si vous allez à Washington, rien que dans dans la ville de Washington, et l'État même de Washington, vous avez plus de juifs que dans tout l'État d'Israël réuni. Donc même ici, les gars, ils font attention. Vous les avez partout, les Rothschild. D'ailleurs, Sunak a travaillé chez les Rothschild. Tous les grands banques que vous entendez, Goldman Sachs et tout, tous ces grands médias que vous entendez, appartiennent aux juifs. Donc les gens ont peur. Donc ils disent rien. L'homme de la rue va manifester, mais les leaders occidentaux tremblent comme une feuille. Au lieu de parler des tests qu'ils ont signés, parce que la première réunion des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, a eu lieu ici à Londres. C'est plus tard qu'on a choisi le siège aux États-Unis. Mais la toute première réunion des Nations Unies qui ont vu le jour sur les centres de la Société des Nations, c'était ici à Londres. Donc les Anglais ne comprennent pas, l'anglais tout le monde ne comprend pas que on puisse parler du droit d'Israël à se défendre, mais on ne parle pas du droit de la Palestine à se défendre. Oh, Israël a le droit de se défendre. Mais au niveau du droit international, c'est un mensonge. Parce que si vous lisez la Charte des Nations Unies, qui est un héritage, on va dire, un héritage c'est un deal entre quelqu'un qui s'appelait Frank Kellogg. Il était secrétaire d'État américain. Voilà, héritage résiduel du pacte Kellogg-Briand. Donc Frank Kellogg était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, équivalent du ministère de secrétaire d'État, équivalent du ministre des Affaires étrangères. Et il avait signé ça avec son homologue français, Aristide Briand. Alors Aristide Briand avait reçu il était récipiendaire du prix Nobel de la paix en 1926. C'était un ministre français très brillant. Il a joué un rôle très important de ce que vous appelez la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que l'acte fondateur de ce qu'on appelle la laïcité, séparer l'Église de l'État. Donc c'est lui, Aristide Briand et Frank Kellogg qui ont fait ces pactes, rendant la guerre illégale. On disait, et c'est dans la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire que nous étions à l'époque de la CDN, mais la CDN morte, l'Organisation des Nations Unies va reprendre cela. Ça fait partie de la Charte des Nations Unies, mais personne n'a jamais respecté cela. On dit que la guerre est illégale. Les nations doivent s'engager à respecter la souveraineté de chaque pays et régler les problèmes au moyen du dialogue. Ça figure dans la Charte des Nations Unies. Donc quand on dit que la société, quand on dit qu'Israël a le droit de se défendre, c'est un gros mensonge. Pourquoi? Lorsque un pays est attaqué dans sa souveraineté, il a le droit de se défendre. Mais Israël, dans le cas d'espèce, est un État colonial
qui a occupé par la force la terre de Troie. C'est celui-là qui doit se défendre. Lorsque la France a été envahie par l'Allemagne, elle avait le droit de se défendre. Si quelqu'un vient vous attaquer chez vous, vous avez le droit de vous défendre. Mais si vous allez attaquer quelqu'un chez lui, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous êtes un agresseur. Votre présence là-bas n'est pas souhaitée. Vous êtes chez quelqu'un. Donc, lorsque Israël, si nous revenons au niveau du partage illégal de 1948, 55% des territoires à l'État d'Israël, 45% aux Palestiniens, qu'on va chasser de leur terre. Même le peu qu'on leur donne, les colons vont là-bas s'implanter. C'est dénoncé, y compris par les propres Israéliens. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous attaquez quelqu'un chez lui et que vous avez le droit de vous défendre. Quand vous êtes un colon, vous occupez une terre, la terre que vous avez occupée, les gens là-bas ont le droit de se défendre. Si vous allez dans des pays, je prends le mien, le Cameroun, c'est celui que je connais le mieux, vous voyez ce que la France est venue faire là-bas, les nationalistes qui ont traité des terroristes, ils se défendaient contre une présence coloniale illégale, contre l'exploitation de leurs terres et de leurs ressources. Mais vous n'allez pas chez moi au Cameroun envahir les gens chez eux et vous dites que vous avez le droit de vous défendre. Vous ne venez pas chez moi sans que je vous y ai invité et là, pendant que je commence à me défendre, vous me dites que vous avez le droit de vous défendre. Mais pas chez moi. C'est ce qui est... On a des problèmes de connexion, les amis. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, les leaders occidentaux, Macron nous a un peu compris. Parce que nous avons fait des posts, on a fait des directs pour nous émouvoir de ce que la France se départe de sa diplomatie traditionnelle. Réécoutez les conférences de presse de De Gaulle en 1967. De Gaulle disait que pour que la France soit la France, il faut qu'elle soit forte. Il faut qu'elle rayonne dans le monde. Mais pour que la France rayonne dans le monde, il faut qu'elle soit ce qu'elle a été de tout temps. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas de parti pris. Pour qu'elle soit audible. Parce que la voix, la singularité de la voix de la France est attendue. Mais je pense que Macron nous a compris. Il a commencé à faire les choses différemment. Et nous l'y encourageons. Nous l'y encourageons. Il y a quelqu'un qui, je ne me rappelle plus de qui, non, Jean-François Revel, il n'est plus de nous, un grand écrivain, Jean-François Revel, avait écrit un livre, il était membre de l'Académie française, il avait écrit un livre qui s'intitulait « La connaissance inutile ». Rejoignant en cela Rabelais, « Science sans conscience d'un qu'une de l'âme ». C'est-à-dire qu'il disait « La connaissance inutile ». L'homme a appris beaucoup de choses, l'homme a inventé, l'homme a fait de la technologie, mais nous nous comportons encore de façon plus barbare que nos ancêtres qui ne savaient pas lire. On tue des bébés. On tue des femmes. Et les gens ne parlent pas de ça. Quand vous parlez de ça, on vous parle du 7 octobre. Mais il faut contextualiser les choses. La guerre entre la Palestine et Israël n'a pas commencé le 7 octobre. C'est une guerre qui dure depuis plus de 60 ans. Israël n'a jamais respecté la moindre résolution des Nations Unies, notamment celle, la résolution 240, lui demandant de libérer le plancher. Mais Israël peut le faire parce que ils se savent soutenus par les alliés occidentaux. Nous sommes émus ici pour ce qui se passe en Ukraine. Mais la situation en Palestine fait que je dois confesser, je m'en fous complètement de ce qui se passe en Ukraine. Parce qu'un mort ukrainien n'est pas plus important qu'un mort palestinien. Nous sommes émus ici de ce que la Russie bombardait les Ukrainiens, les civils. On a mobilisé, on a mis beaucoup d'argent. Mais ce qui se passe en Palestine, les gens ne peuvent rien dire. Parce qu'on a peur. La moindre observation va vous valoir d'être traité d'antisémite. Et tous ces messieurs ne veulent pas perdre leur pouvoir. Parce qu'ils savent que dès qu'on commence à dire ça, le lobby juif va s'activer et on va vous faire battre. Parce qu'ils sont partout.
Vous voyez quelqu'un comme Sarkozy qui a bombardé la Côte d'Ivoire, qui allait bombarder en Libye, et il parle de morale. Vous prenez Benjamin Netanyahou, qui a favorisé l'émergence du Hamas dans le but avoué d'affaiblir l'autorité palestinienne. Benjamin Netanyahou, un menteur professionnel, il dit des choses, mais ne nous prenez pas pour des imbéciles. Nous pouvons quand même voir des choses par nous-mêmes. Donc, Souela Braverman est dans cette logique. Elle sait que l'année prochaine, les conservateurs ici vont perdre le pouvoir et va alors s'ouvrir une élection pour l'élection du leader du Parti conservateur. Et elle sait qu'elle est soutenue par le lobby juif. Elle sait que c'est pour ça que, délibérément, elle traite de façon ostensible, comment on appelle ça, les manifestants, pas pro-palestiniens, mais les manifestants qui appellent au cessez-le-feu. Macron a commencé à le faire. Mais nous disons c'est bien, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. C'est pour ça que Jacques Chirac, dans ces pays, on l'appelait Jacques d'Arabie. C'est pour ça que, malgré ce qu'on peut avoir reproché à Dominique de Villepin, il tient un discours courageux. Mais on ne va pas construire le monde sur le mensonge. Même si la politique n'est pas la morale ou bien le manichéisme. Parce que vous allez envoyer les gens entre les bras des gens mal intentionnés. Le Sud global, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Vous ne notez même pas le fait, on vous parle de bébés que vous tuez. Le droit international dont vous êtes des initiateurs. On dit, il y a une charte qui dit, on ne peut pas punir un peuple pour des agissements de quelques-uns. On ne peut pas punir un peuple pour les agissements de quelques-uns. Le Hamas ne parle pas au nom des Palestiniens. Mais vous vous en foutez, vous faites... Mais en droit international, ce que vous faites, ça s'appelle le nettoyage ethnique. Ça s'appelle des actes de génocide. L'État d'Israël, dans les années 47, je parle notamment des Sharon, a commis des actes de terrorisme. Les Nations Unies, à l'époque, dans une de leurs chartes, parlant du droit à l'autodétermination, on dit un peuple occupé peut user de tous les moyens à sa disposition, de tous les moyens qu'il estime adéquats, y compris ce que vous appelez le terrorisme. Et Sharon disait, si défendre ma terre, c'est le terrorisme, oui, j'en suis un. Et De Gaulle disait en 67 qu'eux aussi ont commencé à traiter à leur tour, eux parlant des Palestiniens, d'Israéliens. Nelson Mandela a été traité de terroriste jusqu'à ce qu'il figurait encore sur la liste des terroristes jusqu'à ce qu'il soit président. Parce qu'il défendait son peuple. Quand vous parlez de ces questions, vous voulez contextualiser cela, on vous renvoie au visage l'argument, voilà, ce qui s'est passé. Oui, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est effroyable. Mais nous disons mêmement que ce qui est en train de se passer est inacceptable. Est inacceptable. Et vous avez, il y a ces enfants, c'est des images que je ne peux plus regarder. Je n'ai pas le courage de regarder ces images-là. Parce que je vois un enfant qui a 2 ans, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Les bombes lui tombent dessus. Parce qu'il est né au mauvais endroit. Et puis vous voulez qu'on ne dise rien? On peut quand même dire un mot, monsieur. Vous voyez des enfants qui n'ont pas mangé. J'ai vu une petite fille qui dit, papa, je veux boire de l'eau. Il lui dit, il n'y en a pas. On est en 2023. Vous parlez de civilisation. Vous avez envahi des peuples pour leur apporter, soi-disant, une mission civilisatrice. Et vous vous conduisez comme des animaux. Et vous pensez que tout le monde va vous suivre dans ça? C'est inacceptable. Nous avons écrit, on a fait un collectif, nous avons écrit à Macron, on a demandé un rendez-vous, nous espérons qu'il nous recevra, pour lui dire, voilà, nous sommes des Français d'ascendance africaine,
on ne cherche pas à vous voir parce qu'on veut aller au cinéma avec vous. Il se trouve que vous êtes président de la République française et que nous avons voté pour vous. Voilà. Donc, on veut faire part, parce que, attendez. Donc, voilà ce qui se passe. Ça veut dire que vous êtes en France, voilà ce qui se passe. On a fait revenir David Cameron, il est ministre des Affaires étrangères. Ils vont voir comment, subtilement, demander le retour de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Parce que je vous dis, mes amis, ici, ça ne va pas du tout. Vous avez des produits que vous ne trouvez plus dans les supermarchés. Vous commandez des bouquins. Moi, des bouquins que je commande en France, je suis obligé de payer de la douane. Voilà, des trucs que je commandais avant, voilà, on est obligé. Donc, le Brexit, qu'on ne vous mente pas, ici, ça fait des ravages. Sur tous les plans, dans les hôpitaux, dans tous les domaines, économiquement. Parce que, de toute façon, les industries ici sont mortes. La seule industrie, si tant est qu'on puisse appeler ça l'industrie, qui marche encore, c'est la finance. Et quand on parle de finance, ce n'est pas tellement une industrie, c'est la spéculation. Ça ne vous crée pas d'emploi. C'est François Mitterrand qui disait autrefois que les gens s'enrichissaient en dormant. Donc voilà la situation dans laquelle on est ici. On a des Indiens qui sont divisés entre eux. Parce que d'ici 200-300 ans, il n'y aura que des Indiens en Angleterre. Hein. Ils sont dans tout, ils sont dans les pharmacies, ils sont dans les stations d'essence. Vous les trouvez dans tout. Cette dynamique, je m'adresse à mes amis tribalistes du Cameroun, ceux qui disent à leurs compatriotes de rentrer chez eux. Donc ici, dans 100 ans, même à Londres, il y a moins d'Anglais. Les Anglais repartent dans les bas-fonds parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Les Indiens font des affaires, ils ont de l'argent, ils s'achètent des maisons cossues. Bon, vous avez un peu les Arabes qui viennent, ça c'est les monarchies pétrolières du Golfe, qui ont le pouvoir d'achat. À un moment, il y avait des Russes. Beaucoup sont partis, ceux qui sont pro-Poutine, ceux qui sont contre Poutine sont dans l'ancien quartier de Margaret Thatcher, Belgravia. Les Anglais appellent ça par ironie Belgradia, etc. Donc ceux-là ont de l'argent. Mais le Britannique lambda, monsieur tout le monde, qui n'a pas fait de grandes études, s'il n'a pas un logement social accordé par la municipalité, il ne peut pas payer le loyer dans Londres. Voilà. Donc si vous revenez à Londres dans 100 ans, vous verrez que des Indiens, etc. Mais ce n'est que justice, parce que c'est les mutations. Vous savez, les mutations migratoires. Il y a 150 000 ans, Londres n'était pas la ville des Anglais, c'était la ville des Celtes. Les Anglais les ont repoussés au pays de Galles, en Écosse, en Irlande, avant que ça soit coupé en deux, Irlande du Nord et République d'Irlande, capitale Dublin. Donc voilà. Alors, vous constatez, ceux qui me regardent habituellement, que nous opérons avec les moyens de bord. On n'a toujours pas retrouvé notre dispositif traditionnel. Les techniciens travaillent dessus. J'ai acquis beaucoup de matériel. Certains d'entre vous m'en ont envoyé. Je vous remercie pour cela. Et d'ici 1 ou 2 semaines, on retrouvera un excellent dispositif. Je vous balancerai des photos, des vidéos. Et on pourra faire des directs interactifs où ceux qui le désirent pourront téléphoner par WhatsApp et puis parler, apparaître à l'écran si ils le souhaitent. Voilà. Alors, s'il y a une question ou deux, je prends et puis on se reparle demain. Voilà. Hyacinthe, rien, pas de question. Je salue l'ami David Ngono, Hyacinthe Tema que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Et Franck Garapatalom. Voilà. Donc, les amis, merci. C'était... En fait, je suis parti pour faire un point sur la démission de Suella Braverman, la ministre britannique de l'Intérieur, ses calculs politiques, etc. Et voilà. François Dacier dit que le grand remplacement marche dans le UK. C'est vrai. Mon frère Francis qui vit ici avec moi, c'est vrai. Ça va se faire. Que vous pleurez ou que vous ne pleurez pas, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pour ça que les peuples qui gardent leur homogénéité culturelle, c'est ceux-là qui vont vivre. C'est pour ça que la Chine, première puissance mondiale, en même temps que l'Empire romain, jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle,
la Chine s'est effondrée, mais elle est revenue, pourquoi? Parce qu'elle avait conservé son homogénéité culturelle, contrairement à un empire comme l'empire mongol, qui avait été un des empires les plus puissants allant jusqu'aux confins de la Méditerranée, mais qui s'est écroulé parce que il s'est fait assimiler par des peuples qu'il avait conquis. Voilà. Mais ce n'est pas le cas pour la Chine, qui a une solidité culturelle qui est revenue. Ils ont gardé leur unicité culturelle et linguistique. Et voilà. Mais en dehors de ça, tout le monde passe à la casserole. Un peuple né, c'est ça les mutations sociales. Vous allez au Cameroun aujourd'hui, vous allez voir des mariages entre les gens du nord et du sud, entre les Douala et les Bassa, entre les Bassa et les Bamileke, etc. Donc, dans 300 ans, quelle population, dans 3 siècles, quelle population aurons-nous au Cameroun? Alors vous qui dites, parce que la notion de totobie, il n'y a pas de notion de tautonie universelle ou éternelle. Quand vous trouvez un peuple qui se dit autochtone quelque part, il n'y a pas été de tout temps. Il a remplacé un autre peuple au moyen du rapport de force. Voilà. Et ce que les Occidentaux ne comprennent pas, et moi je m'adresse aux plus jeunes, notamment les doctorants qui m'écrivent pour consultation, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un peuple a une histoire. Et un peuple n'est pas l'aspect ethnique des choses. C'est-à-dire que si vous êtes Bamileke, vous allez vous installer en pays Bassa, vous faites des enfants là-bas, qui eux-mêmes font des enfants là-bas, qui commencent à parler la langue Bassa, et qui commencent machin. Mais ce sont des Bassa. Voilà, il n'y a pas un virus qu'on vous injecte pour devenir Bassa, pour devenir Bamileke, pour devenir Douala. Un peuple, c'est sa langue, ce sont ses mœurs. Voilà, donc, quand vous allez prendre... Moi, j'ai des amis Bamileke nés grandis à Yaoundé. Ils ne parlent pas un seul mot de Bamileke, comme moi je parle, parce que je suis né à l'Ouest, j'y ai grandi, etc. Donc, un peuple, c'est sa langue. Mais les notions de dire que quelqu'un aille chez lui, il n'y a pas de chez eux. L'homme s'installe là où il s'installe, il contribue au bien-être de la communauté, jusqu'au jour où il va mourir. S'il a la chance de vivre au-delà de 80 ans, tant mieux. Et il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, en théorie, au lieu de se laisser... D'abord, c'est une mentalité que les colons nous ont apportée. Parce que quand vous parlez de nos dictateurs, le fait, ils ne sont pas... Le fait tribal n'est pas simplement de leur responsabilité, c'est un héritage colonial. L'héritage colonial qui consistait à diviser les gens. Quand vous êtes discret par ces questions, ils exploitent. Parce que n'oubliez jamais que la notion de colonisation est attachée aux questions foncières. Ce qui est même l'essence de la géopolitique, c'est-à-dire que le contrôle des territoires et des ressources que recèlent ces territoires. Vous pouvez le faire localement, vous pouvez le faire à l'international. Donc l'Afrique doit être au rendez-vous. C'est ce que je vous ai toujours dit. Quand il y a eu l'histoire du Mali, nous ne sommes pas contre notre propre frère, mais nous parlons de méthode. Quand vous vous battez avec quelqu'un, vous ne lui dites pas « je vais vous tuer demain ». Parce que lui viendra vous tuer avant. Faites comme les Chinois. Avez-vous déjà vu un Chinois à longueur de journée pleurer? Voilà, nous on a été colonisés par les Japonais, ils ont pris nos femmes, ils les ont transportées en prostituées. Les Chinois ne font pas ça. Personne n'a vu venir la Chine. C'est un Français, Alain Pierrefitte. Je vais vous trouver son livre la prochaine fois, mais je vous donne le titre. Alain Pierrefitte avait écrit, il était ministre du général de Gaulle. Il a été ministre de l'Éducation nationale et de l'Information. Alain Pierrefitte disait, quand la Chine s'éveillera, parce qu'à l'époque, personne ne reconnaissait la Chine. La France avait reconnu la Chine en 1964, parce qu'on avait deux Chines. On avait la Chine populaire que nous avons aujourd'hui, mais qui n'était pas acceptée aux Nations Unies. On avait accepté Taïwan, ce qu'on appelait la Chine de Chiang Kai, que les Occidentaux avaient adulé, jusqu'à ce qu'ils retournent leur truc. Donc, Alain Pierrefitte avait prévenu. Il avait dit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Et c'est ce qui se passe, parce qu'on ne les a pas vus venir. Ils ont baissé la tête. Parce que les États-Unis font du bruit. Ils ont peur de la Chine. Mais en même temps, ils sont le premier partenaire commercial de la Chine. L'année dernière, ils ont acheté pour 500 milliards de dollars des marchandises à la Chine. Donc, j'ai dit à mes frères africains, on ne doit pas aller dans les wagons de gens. Nous n'allons pas quitter une servitude pour une autre servitude. Dans tout ce brouhaha,
il existe une voie pour l'Afrique. Parce qu'un système est en train de s'écrouler. Donc, imposons-nous. Trouvons notre voie, on peut la trouver, pour peu que nous soyons unis, pour peu que nous ne regardions pas dans des directions différentes. Parce que le système dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui est arrivé en bout de course, c'est un système que nous avons hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Le système de relations internationales tel que nous avons aujourd'hui, il est né en 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais qui a navigué dans un système bipolaire où on avait d'un côté le camp de l'Est, les communistes, l'Union soviétique, et de l'autre côté le camp de l'Ouest, les libéraux soi-disant. Mais ils sont arrivés en bout de course. François Mitterrand avait l'habitude de dire que chaque système détenait en lui-même les éléments de sa propre destruction. Alors, un système va évoluer, mais à un moment, il va s'autodétruire. Il va tomber tout seul. Donc, et un autre système va renaître. Alors, aux Africains de savoir comment se définir. Comment prendre la balle au bon. Cette terre qui s'ouvre. Parce que les Occidentaux refusent d'ouvrir les yeux. Dans 5-10 ans, l'Afrique aura 2 ou 3 milliards d'habitants. La démographie est un facteur de puissance. C'est un atout. S'il est bien exploité, s'il est bien encadré, si on en fait bon usage. Donc, le système dans lequel nous sommes est en bout de course. Il va s'effondrer. Tout fout le camp. Le continent de l'avenir, c'est l'Afrique. Voilà pourquoi le discours de Poutine dit quelque chose aux Africains. Certaines valeurs. Certaines valeurs. En Allemagne, ils distribuent la nationalité à tout va. Pourquoi ils paniquent? Parce qu'en ce moment, un jeune Allemand qui travaille, il paye la pension de 10 personnes. Les gens s'inquiètent. En Belgique, en France, le vieillissement de la population. Donc l'Afrique peut jouer son jeu. L'Afrique peut trouver sa voie. Mais indépendamment. Pas en partant d'une soumission, une servitude à une autre servitude. On a des valeurs sur lesquelles on peut templer. Il y avait un monsieur, Albert Thévogéré, il était le patron du BIT, Bureau international du travail à Genève. C'est une institution des Nations Unies. Ensuite, il est rentré faire la politique au Bénin. Je crois qu'il était président de l'Assemblée nationale. Il avait écrit un excellent livre lorsque j'étais étudiant qui s'appelait « La pauvreté, la richesse des pauvres ». Voilà, les amis, on va arrêter parce que sinon, on n'en finira pas. Je partirai comme ça d'un sujet à un autre. Mais simplement pour vous dire que on ne doit pas désespérer. L'Afrique peut trouver sa voie. Il faut se contenter des atouts que nous avons avant de contempler ceux des autres. Donc, je vous donne rendez-vous demain, les amis, à la même heure. Et je vous dis merci pour votre attention. Bonsoir.